Il paraîtrait qu'en 1972, le film Gorge profonde a chamboulé l'industrie pornographique et encouragé la révolution sexuelle. J'ai même entendu dire que ce film cache une histoire bien plus sombre qu'on ne pourrait le penser. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 69 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Pour cette émission, on s'attaque au film le plus emblématique de l'industrie pornographique. Début de l'âge d'or du X, porno chic, première porn star, retour sur le premier grand succès pornographique, mais aussi sur ses coulisses bien plus sombres, avec le film Gorge profonde de Gérard Damiano. Étant une millennials, j'ai grandi dans les années fin 90, début 2000 en me gavant de culture à n'en plus pouvoir. Et quand je parle de culture, je dis surtout le cinéma. Quand j'étais gosse, j'étais fan de Charlie Chaplin et Shirley Temple. En grandissant, j'ai découvert le cinéma de Woody Allen et les productions d'Harvey Weinstein, à qui l'on doit nombre de films que j'adore. On peut même parler de littérature avec la suprématie des Harry Potter, écrit par la mythique J.K. Rowling, qui régnait sur la littérature internationale dans les années 2000. Là, normalement, j'ai dû faire imploser le curseur moral de pas mal de gens. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Jusqu'à la moitié des années 2010, on aimait ces personnalités et on ne remettait rien en question. Jusqu'à ce que #MeToo. Alors qu'est-ce qu'il se passe quand toutes ces personnes que vous admirez montrent une autre image d'eux-mêmes ? Quand vous découvrez que Charlie Chaplin avait un kink sur les jeunes filles mineures, que Shirley Temple était une enfant exploitée dès ses 5 ans, qu'Harvey Weinstein a agressé sexuellement des dizaines d'actrices, que Woody Allen a épousé sa belle-fille, que J.K. Rowling est transphobe. On plonge dans la séparation de l'homme et de l'artiste et la cancel culture se met en marche. Si certaines personnes la jugeront trop stricte, je suis davantage de l'école, tout crime mérite sanction. Mais c'est difficile de remonter 50 ans de culture et d'abus quand ce n'est que dans les années 2010 que les langues se délient et que les victimes ont le courage de partager leurs histoires au grand public. Même en étant sensibilisée sur les questions liées à MeToo et ayant une morale assez stricte, je suis aujourd'hui un peu perdue quand il est question de cancel culture, moins de cinéma, mais surtout de musique. J'ai toujours un peu honte quand je dis être fan de Doja Cat et Kim Petras, qui doivent nombre de leurs sons aux problématiques Dr. Luke, pour rappel, agresseur sexuel de Kesha qui avait divisé l'industrie. Tout pareil pour Michael Jackson, d'abord battu par son père, puis au comportement avec les mineurs problématiques. Et autre coup dur dans la musique, vous seriez toujours fan de David Bowie si je vous disais qu'il a non seulement couché avec des mineurs, mais qu'il est aussi accusé de viol en 1987 avec transmission du sida. Quel rapport avec Gorge profonde ? Tout simplement que ce film est peut-être l'un des premiers cas qu'on pourrait associer au mouvement MeToo dans les années 80. Un film culte qui a participé à la libération sexuelle dans les années 70, au point qu'il lance l'industrie pornographique inexistante à l'époque, mais surtout une actrice, première porn star au monde, abusée sexuellement et sous emprise. Une actrice battue par son mari qui a osé dire ce qu'elle avait vécu à travers un livre et s'est retrouvée bâchée sur la place publique des médias. Une ombre au tableau qui vient entacher un film que beaucoup admirent et que moi-même je trouve incroyablement moderne et intelligent alors que je l'ai vu pour la première fois en 2024. Alors, on fait quoi ? Peut-être que le plus important est de parler de ces œuvres et de ces artistes en n'omettant jamais, au grand jamais, leur part d'ombre. Si on ne peut ou on ne veut pas les rayer de notre histoire, peut-être que le mieux est d'en tirer les meilleures leçons pour ne pas reproduire ces schémas qui ont fait beaucoup de mal. Le ton est grave, je suis désolée, mais on va repartir sur quelque chose de plus léger dans un instant, et si vous rigolez avec nous quand on vous racontera comment le clitoris peut être au fond de la gorge ou comment on inspecte un vagin à l'aide d'une grande vue, gardez dans un coin de votre tête Linda Lovelace, son courage et sa parole. Résumons. Vous attendez de l'amour plus que des légers titillements. Oui, je veux entendre des explosions, des bombes. Oui, vous l'avez déjà dit, mademoiselle Lovelace, j'ai compris. Votre problème doit être plus physiologique que psychologique. Avez-vous déjà subi un examen interne? Ah non, j'en suis sûre. Passez à côté, nous allons examiner la question. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche, mieux que ça. Dites ah, ah, ah. C'est ça. Ah. Oh, ça y est, je le vois, votre charmant appendice, il est là. Quoi?
Votre clitoris est là, tout au fond de votre gorge. Voyons, mademoiselle Lovelace. Finalement, la situation n'est pas catastrophique. Mieux vaut avoir un clitoris au fond de la gorge que pas de clitoris du tout, non? Vous êtes drôle, c'est facile à dire. Avant de commencer cette émission, Mina, est-ce que tu avais vu le film Gorge Profonde avant qu'on le regarde pour les besoins de cette émission ? Eh bien, pas du tout. J'avais jamais vu ce film. J'avais très envie de le voir pour la culture pornographique, puisque c'est quand même un film emblématique. Donc, je suis ravie d'avoir pu le voir pour cette émission. Malheureusement, je savais depuis longtemps qu'il y avait quand même des histoires assez sombres, et notamment des violences qu'a subies Linda Lovelace, l'actrice principale, pendant le tournage de ce film. J'y suis allée quand même pour l'épisode, mais un petit peu à reculons parce que je savais que c'était un tournage qui était compliqué. Mais quand même ravie d'avoir coché cette case de « j'ai vu Deep Throat une fois dans ma vie ». Surtout que, si je me trompe pas, tu as un tote bag Gorge Profonde. Exactement. Toi, je crois, c'est toi et Amandine d'ailleurs que nous avons eu dans l'épisode précédent qui m'avait offert ça me ressemble tote pas bag. d'offrir ce genre de choses. Moi, l'industrie du porno, je n'y connais rien. Mais sachez que je l'ai ramené une fois au travail parce que j'étais très fière de ce tote bag. Et j'ai eu un collègue qui a fait ah, sympa le tote bag. Genre, eh oui, on sait. Voilà, mais tote bag très sympathique, mais que je n'ose plus sortir suite aux nombreuses révélations qui ont été faites autour du film, je l'avoue. Après, il est assez paradoxal ce film. Alors, on va faire un petit trigger warning maintenant, je pense que c'est de mise. On va parler d'un film qui a certes révolutionné toute l'industrie pornographique, qui a participé à la libération sexuelle des années 70. Il y a plein de bonnes choses à dire sur ce film, on n'enlève pas. Mais il y en a aussi beaucoup de mauvaises. Notamment, on va parler de violences conjugales, on va parler de violences sexuelles, notamment par rapport à l'actrice principale du film, Linda Lovelace, qui est assez connue justement pour avoir libéré la parole sur ce fait et pour avoir sorti un livre sur les violences sexuelles et avoir un positionnement très anti-porno. Donc voilà, si ce sont des sujets qui vous trigger, quittez l'émission ou alors peut-être... Enfin, après, c'est compliqué de l'écouter quand tu sais ce qui s'est passé derrière. Donc écoutez l'émission en gardant en tête tout de même qu'il y a tous ces petits trigger warnings et si ça vous met trop mal à l'aise, écoutez, on se revoit dans une autre émission. Allez, ciao. Et toi, Jade, avais-tu déjà vu Deep Throat ? Non, je ne l'avais jamais vu, mais en fait, Deep Throat, ça fait partie un peu de ces films emblématiques du porno. On en a tous entendu parler, en tout cas, presque tous entendu parler. Par exemple, j'en ai parlé avec mon copain qui ne le connaissait pas. Donc je fais, bon, pas tout le monde apparemment. Mais ayant une petite culture cinématographique, étant cinéphile, regardant beaucoup de films, même érotiques, j'avais forcément entendu parler de Deep Throat et j'en avais un a priori très négatif en fait avant d'aller dedans en me disant c'est un peu ok porno chic mais un peu peut-être porno à papa et tout ça et j'étais trop surprise en regardant le film parce que spoiler j'ai beaucoup aimé le film malgré tout ce qu'on va dire on va être un petit peu bipolaire sur ce film de c'est bien mais c'est horrible ce qui s'est passé derrière mais je m'attendais pas du tout à voir ce film et à voir ce discours et tout ça j'étais très agréablement surprise donc bonne découverte pour ma part mais non en effet c'est pas que j'avais jamais osé mais c'est compliqué aussi de se procurer Deep Throat d'ailleurs. Par où t'es passée, toi, Mina, pour le regarder ? Alors, si vous souhaitez voir le film, sachez qu'il est disponible quasiment sur tous les sites pornographiques. Moi, je l'ai regardé sur Xhamster. Moi, pareil. Voilà. Avec une qualité sonore plus que médiocre, mais au moins on avait l'essentiel, j'ai envie de dire. Petite présentation rapide du film avant de rentrer dans le détail. Donc Deep Throat, c'est Gorge Profonde en français, est un long métrage américain de 61 minutes, soit 1h01, donc très rapide à regarder, qui est sorti en 1972. C'est écrit, réalisé et monté par Gérard Damiano, mais je crois sous un pseudo, Jade, il me semble. Géry Gérard. Avec au casting Linda Lovelace, Harris Rimes, Dolly Sharp et Carol Connors. Il est produit par Louis Perrino et distribué par Bryanston Company pour un budget de $22 500. Et qui en a rapporté plus de 600 millions, si je ne me trompe pas. Alors d'ailleurs, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, mais apparemment des chiffres un petit peu surexagérés. Pour faire un petit récap rapidement de l'histoire, on va suivre les pérégrinations de Linda Lovelace, qui reste elle-même dans le film, qui aime le sexe mais a des problèmes parce qu'elle n'arrive pas à atteindre l'orgasme pour une raison toute simple, c'est que son clitoris n'est pas situé là où il devrait être. Alors déjà, je trouve que le film commence... le ton est très vite donné, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est au bout de 10 minutes où elle retrouve sa copine Hélène, sa coloc, chez elle. Elle est en train de recevoir un cunnilingus. En mode normal, elle parle tranquille, elle fume sa clope... Et t'as vraiment un gros plan sur le cul, et voilà, en 10 minutes, t'as déjà le ton qui est donné, on va tout voir, sans complexe, mais avec légèreté et humour. Je trouve que ça installe déjà ce côté très comique qu'il va y avoir, en fait, pendant tout le film. Oui, parce que avant tout, ok, Deep Throat, c'est certes un film pornographique, ça veut dire que vous allez voir des ébats en gros plan, etc. Mais c'est également une comédie. Le film est très très drôle, vraiment, et je le dis de bon cœur, il y a plein de trucs qui m'ont fait vraiment rire.
Et on commence quand même sur l'orgasme d'une meuf avec un cunilingus, donc sans pénétration. Et je trouve qu'on est déjà sur un truc où tu te dis, tu vois, c'est moins sexiste, en tout cas au premier abord comme ça, c'est moins sexiste que ce que j'aurais pensé, tu vois, moins cliché, porno, mec, bam bam, pénétration. On est vraiment en fait sur le plaisir féminin, tout ce qui va être au centre du film, même si on reste sur des rapports hétérosexuels. On reste quand même sur du plaisir féminin, même dans sa manière de tourner, on se concentre sur les visages, et pendant ce cunilingus, on voit pas tout de suite, en fait, vous avez Linda, le personnage principal, et sa copine Hélène, et vous retrouvez Hélène assise sur la table à manger, avec un mec entre les jambes, donc on voit même pas tout de suite le cunilingus, on sait ce qui se passe, mais le gros plan, il a pas lieu tout de suite, vous avez rapidement un petit dialogue, vous avez, des gros plans sur le visage d'Hélène, qui est en train de prendre du plaisir, ce gros plan sur le cunilingus, on l'a pas tout de suite, et je t'avoue que j'étais assez agréablement surprise de me dire ça, de me dire, on va pas tout de suite dans du brutal, dans du bam 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 comme on dit d'habitude. On prend le temps un peu d'installer les choses et de ne pas montrer frontalement ce qui se passe, et c'est ce qui va se répéter pendant quasiment toutes les scènes du film. Ça m'a un peu rassurée. Le film s'enchaîne à la piscine avec Linda, du coup, qui est un petit peu chafouin, comme tu dis tout à l'heure, elle est un petit peu tristoune. Elle explique qu'elle est pas vraiment satisfaite de la manière dont elle vit. Linda, en gros, c'est un peu une romantique, c'est quelqu'un qui cherche l'amour, mais elle a un problème, c'est qu'elle arrive jamais à aller jusqu'au bout du sexe, c'est-à-dire que le sexe, c'est sympa, elle a ce qu'elle appelle des petits chatouilles, ça lui fait du bien, mais elle n'arrive jamais à entendre les cloches qui sonnent, à atteindre l'orgasme. Et du coup, sa copine lui dit qu'elle a peut-être pas trouvé le bon, et je trouve, là, encore une fois, étonnamment, pour un film de 72, que le discours est plutôt féministe, entre guillemets, mais assez innovant, tu vois, pour l'époque. Enfin, elle lui dit, écoute, c'est peut-être que t'as pas trouvé ce qui te fait du bien à toi, en fait. Sous-entendu que le sexe avec juste de la pénétration, c'est pas ce qui plaît à Linda, finalement. C'est même pas le sexe avec la pénétration, c'est peut-être qu'elle le pratique pas d'une manière qui la fait kiffer. En fait, le plaisir féminin est tout de suite au centre du film. Et c'est super intéressant et révolutionnaire, surtout quand on prend un petit peu en parallèle toute la période porno chic, même les films qui vont suivre, où ok, on a plusieurs films où le plaisir féminin vont être au centre des films, notamment dans les films de Gérard Damiano, mais souvent, quand on continue à regarder le porno chic, on reste sur du boum boum boum, pénétration, plaisir de l'homme, etc. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir deux meufs, deux copines qui se parlent de plaisir sexuel comme ça. C'est un peu l'avant Sex and the City, d'une certaine manière. Je suis dans Sex and the City et je trouve ce film très référence. Enfin, comment dire, il y a plein de trucs très modernes que je retrouve dans la série Sex and the City, donc je suis trop contente de voir ça. Et du coup, Hélène essaye de trouver une solution pour que Linda puisse pratiquer, peut-être pour trouver ce qui lui fera entendre des cloches. Et on saute tout de suite sur une scène de sexe où en fait on voit Hélène qui appelle des garçons par numéro et on se rend compte qu'en fait, Linda enchaîne les conquêtes en espérant pouvoir atteindre enfin cet orgasme qu'elle n'a jamais eu. Et à côté, Hélène se fait aussi plaisir avec un petit plan à 3. Ouais, donc là, on est à peu près à la deuxième scène de cul. Et là, par contre, on avait déjà un cunilingus en gros plan tout à l'heure, mais là, on arrive un petit peu dans le porno dur, avec de la pénétration en gros plan, du sexe anal, de la fellation, des cunis. Et je crois qu'il y a un moment, il y a un plan à 3, mais j'arrive pas à savoir avec qui. Avec Hélène. Mais malheureusement, à la fin, Linda est toujours un peu désespérée parce que ça n'a pas fonctionné. Elle prend du plaisir, mais elle n'arrive pas à atteindre le 7e ciel. Du coup, sa copine Hélène a encore une autre solution. Décidément, elle est pleine de ressources. Elle lui propose d'aller voir le Dr Young. On enchaîne donc chez le Dr Young, qui est un docteur assez exubérant. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Qui est un gynécologue, en tout cas, ou un sexothérapeute. Il n'y a pas une appellation très officielle de ce qu'il est, mais c'est ce qu'on devine, en tout cas. Et Linda vient le voir en lui en parlant, et on voit tout de suite que le Dr Young, tout ce qu'il fait, il écoute Linda en étant en train de jouer avec des bulles. Tout de suite, non mais, tu sais, c'est là où tu plonges vraiment dans la comédie burlesque, en fait. Toute cette séquence-là, je la trouve génialissime. Elle est tellement d'un burlesque, où on le voit en train de souffler des bulles, en train de dire « Ouais, c'est pas un trauma d'enfance, vous avez pas eu des soucis avec votre père », tu sais. Un truc très freudien et très moderne pour 72, tu vois. C'est avoir un recul sur ce genre de vanne. Pour moi, ça colle pas à 72. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des trucs qu'on balancerait années 90, années 2000, mais pas en 72. Oui. Je trouve ça très avant-gardiste sur l'humour. Ouais, non, mais rien à dire de plus sur ce fameux docteur moustache, hein, je l'appelais comme ça, avec ses bulles et son cabinet qui ressemble à un spot de hippie, je trouve. Non mais de ouf, mais même le gars a une vraiment ses cheveux longs, moustache, enfin vraiment le physique où, à l'époque, en année 72, où on est vraiment dans toutes les revendications, faites l'amour et pas la guerre, il a vraiment ce physique très hippie qui, je pense, va vraiment clairement dans ce courant où on peut identifier ce genre de personne. Comme il se rend compte effectivement qu'à priori, c'est pas psychologique, elle a pas eu de traumatisme, de problème dans son enfance. Il se dit qu'on va peut-être faire un petit examen physique, parce que peut-être que le problème vient de là. Donc il va procéder à un examen vaginal sur le canapé avec une longue vue de pirate. C'est incroyable.
Je vous rassure qu'il ne fait pas rentrer dedans son vagin, mais enfin vraiment encore ce côté un petit peu absurde, et aussi ce côté sans le sou. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui a été tourné à l'arrière-boutique de je sais pas quoi, qui a vraiment coûté $5 et quelques pour tourner dedans. Et là, révélation, c'est incroyable. Le docteur Young se rend compte que Linda n'a pas de clitoris. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'orgasme. Et Linda, elle pleure, elle est trop triste. Le docteur essaie d'insister, mais vous dites que vous avez du plaisir, dans ces cas-là, où est-ce que vous le ressentez ce plaisir, si c'est pas dans le bas-ventre ou autre? Elle continue de pleurer et elle lui explique que elle a une petite sensation agréable au niveau de la gorge quand elle fait l'amour. Il reprend sa longue vue ou il reprend autre chose, je sais plus trop quoi. Il va inspecter la gorge et deuxième révélation, le docteur découvre que son clitoris est dans sa gorge. Au fond de sa gorge, et que donc, est-ce qu'elle aurait pensé à faire des gorges profondes? Et je tiens à dire que là-dessus, le film est révolutionnaire, parce que la gorge profonde, c'est un terme qui est inventé par le film Gorge profonde, ça n'existait pas auparavant. Donc sachez, mesdames et messieurs, que quand vous utilisez ce terme, vous utilisez le nom d'un film qui a inventé cette pratique. Je trouve ça fantastique. Donc voilà, il lui propose, est-ce que vous avez déjà pratiqué la gorge profonde? Est-ce que vous avez l'habitude de faire des fellations? Et du coup, Linda dit, oui, mais bon, j'ai jamais été jusque-là. Le docteur lui dit, faut descendre les muscles, faut faire comme ci, comme ça. Et on enchaîne directement sur une scène entre Linda et le docteur Young, une scène de gorge profonde qui dure 5 minutes et avec, t'entends une musique au fond genre Deep Throat, c'est un truc comme ça, mais vraiment, même la musique, elle est what the fuck. La musique, il y a un moment où il dit Just relax your muscle, genre relax tes muscles. Enfin vraiment, la musique a été composée pour le film et il y a les musiques sont des parodies d'autres musiques. Enfin, il y a vraiment le côté comique, il est jusqu'au boutiste. Et pour la première fois, Linda a un orgasme et je suis trop surprise de voir ça. C'est-à-dire que l'orgasme est symbolisé par, en gros, des plans de coupe dans le montage où tout s'enchaîne très vite. On entend les cloches qui sonnent, on voit des fusées en train de décoller, des feux d'artifice. Et ça, c'est une mise en scène qui est hyper moderne. Tu vois, c'est un gimmick qui est repris dans tellement de films. J'ai vu ce gimmick de la femme reçoit du plaisir pour la première fois et c'est entrecoupé d'images métaphoriques pour symboliser ça. Je suis surprise de voir ça dans un film de 72. C'est tellement moderne et intelligent et burlesque et drôle. J'étais hyper impressionnée. Vraiment, je pensais pas que le gimmick venait de Gorge profonde. Pour moi, il y a vraiment, une mise en scène très cinématographique, oui. Et un montage vraiment réfléchi et très avant-gardiste même pour 72. C'est hyper surprenant. Et en plus, du coup, je trouve que ça évite le côté surjeu de l'orgasme par les acteurs, parce qu'on se doute qu'elle n'a pas joui pendant la scène de sexe. Donc je trouve que ça évite aussi ce côté surjeu qu'on peut avoir dans certains films pornographiques. Mais oui, mais c'est fantastique, je trouve ça génial. Et même la tête de Linda qui est en train de... on parlera de ça plus tard, mais voilà, la tête de Linda qui est en train de prendre du plaisir... ça marche bien, franchement ça marche bien, j'étais vraiment très impressionnée. Aussi en termes de performance, en vrai c'est quand même assez impressionnant je trouve, parce que effectivement donc on voit cette deep throat pendant cette scène-là, elle va de plus en plus profond, de plus en plus vite, et je trouve qu'il y a ce côté où par rapport à aujourd'hui où on peut voir des gorges profondes, il n'y a pas ce côté, sale, baveux, un peu BDSM, tu sais, de Aliva quoi, tu vois, il y a un côté où ça a l'air hyper naturel. C'est vrai que la gorge profonde, quand on regarde des vidéos pornographiques de manière générale, on va vraiment avoir déjà ce côté très gonzo, très hardcore de l'homme qui va vraiment fourrer sa queue au fond de la gorge, qui va maintenir la tête et qui va y aller, tu vois, que je trouve assez violent. Tu vas avoir la bave qui coule de partout, tu vas avoir souvent ce qui va souligner la gorge profonde, ça va être le maquillage de l'actrice qui va être en train de couler. Là, tu vois, je trouve que la gorge profonde, elle est vraiment appréhendée c'est elle qui va, elle y va doucement, elle y va à son rythme. Je la trouve assez paradoxalement plutôt douce, cette gorge profonde. Et du coup, Linda est heureuse. Voilà, tout le monde a joui, elle est heureuse, elle le remercie. Elle a enfin entendu les fameuses cloches. Et du coup, elle est tellement emballée qu'elle demande à ce que le docteur Young l'épouse. Comme on disait au début, c'est une grande romantique, elle a besoin d'amour et elle vient de trouver enfin l'homme qui lui fera plaisir et qui a trouvé d'où venait son problème. Mais malheureusement, le docteur Young ne peut pas car il est... Alors, je sais pas s'il est marié ou il est engagé avec son infirmière. Bref, c'est pas très important. Il est fiancé. Il est fiancé à son infirmière, voilà. Mais en revanche, il va proposer à Linda de faire d'elle une psychothérapeute. Et il va lui apprendre, parce que Linda n'a absolument aucune formation. Et là, on rentre dans la deuxième partie du film, qui est un petit peu moins, je trouve, scénarisée, qui est un petit peu olé olé et enchaînement de scènes de cul gratos. Et vous allez suivre Linda qui va rencontrer plusieurs patients, bien entendu masculins, pour les aider à régler divers problèmes sexuels qu'ils peuvent avoir. Par exemple, on la voit en fait arriver en voiture dans une toute petite tenue d'infirmière blanche en mini-jupe, etc.
Premier patient, par exemple, elle fait des trucs chelous avec lui. Et en gros, comment dire, ça va être un montage alterné entre justement Linda qui va rencontrer ses patients, qui est en pratique, et le docteur Young qui est en train de sauter son infirmière et qui va dire dans un microphone sujet numéro XXXXX, enfin voilà, sujet temps, et voici le problème de ce patient et pourquoi j'envoie Linda. Par exemple, le premier patient, ça m'a fait rire. En vrai, le premier patient m'a fait rire parce qu'on les voit en fait en train de faire l'amour avec des pailles dans tous les sens, et vous avez le docteur Young qui explique, voilà, c'est un patient qui a tendance à penser que tout est meilleur avec du Coca-Cola. Ça m'a vraiment fait rire en vrai, ce genre de choses. Le deuxième patient, c'est il n'arrive pas à sexer depuis que sa femme est morte. Voilà, Linda est envoyée pour le guérir, etc., etc. Il va y avoir plein de petites scénettes comme ça qui s'enchaînent sans forcément de lien, sans lien avec la gorge profonde non plus. C'est ça que je trouvais un peu dommage par contre pour la deuxième partie du film. Bah c'est ça, je trouve qu'en fait vraiment le concept est génial, la manière de l'appliquer est géniale jusqu'au moment où il y a la première gorge profonde, et en fait après on est dans un enchaînement assez classique de scènes de sexe, effectivement, sans vraiment de gorge profonde, ou en tout cas quand il y en a, il n'y a pas un focus aussi important que lors de la première. Enfin là, on est vraiment sur de la pénétration assez classique, vaginale, anale. Donc ouais, un petit peu dommage de perdre en profondeur et en scénario dans cette deuxième partie. On a une deuxième scène de sexe aussi avec le docteur qui m'a un petit peu fait rire parce que en fait il est malade, il est allongé dans le lit et il a un tout petit pansement sur son zizi. Voilà, donc c'est un petit peu rigolo. Donc une nouvelle scène de sexe entre les deux. Et on se termine avec la dernière scène de sexe où en fait c'est un petit peu bizarre. On arrive dans l'appartement de Linda et en fait on voit qu'elle est en train de s'épiler de se raser même, non ? Hein ? Elle se rase ou elle s'épile ? Elle se rase. Oui, elle se rase. Ouais, c'est ça. Et en fait on voit derrière la porte qu'il y a un espèce de voleur qui est en train de la mater en cachette. Et comment c'est parce qu'il a une cagoule. Il a une cagoule, il la regarde et ça dure assez longtemps comme ça, elle est en train de s'épiler. Quand elle sort de la salle de bain, il va la menacer pour lui prendre tout son argent. Donc on a les classiques, ne me faites pas de mal, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et là il lui répond, maintenant je vais te violer. On comprend assez vite qu'en fait c'est un roleplay et que c'est un patient aussi, je crois, oui c'est ça, exactement. Qui joue ce voleur. Donc c'est un petit peu chelou, tu vois, le maintenant je vais te violer, c'était genre, d'accord, ok, bon, c'était pas forcément obligé, mais pourquoi pas. C'est un roleplay après, tu vois. En fait, moi, ce qui me dérange un peu moins dans ce constat-là, c'est que c'est un roleplay, tu vois, un roleplay, c'est un king comme un autre, c'est fait avec des gens qui se font confiance, qui ont parlé de ça auparavant, c'est pas un roleplay n'importe comment, c'est pas comme si c'était une vraie scène avec un vrai voleur comme on peut le voir dans beaucoup de pornos, et ça me rassure. Non, bien sûr, mais c'est vrai que par rapport au début assez étonnamment féministe, et en tout cas discours sex-positif du début, ça me jetait un peu en mode, bon, on retourne sur des classico-classiques, tu vois, ok, c'est du roleplay, mais c'est du classique. Et enfin du classique un peu sexiste, voilà. Ils sont en roleplay et en fait ce qu'on apprend c'est qu'ils sont complètement amoureux. Lui il veut l'épouser mais elle refuse parce qu'elle a besoin d'un pénis de 5 inch. J'ai calculé, ça faisait 12,7 cm pour pouvoir... Oui voilà, je pense que c'est... Oh ça va, c'est largement trouvable. Malheureusement, vu qu'il ne correspond pas à ses standards, elle ne peut pas l'épouser. Mais elle lui propose quand même d'aller voir ce fameux Dr Young qui est quand même très fort dans son domaine. S'il peut pas lui faire des injections dans son pénis pour augmenter la taille de sa bite. Ce que le docteur Young répond favorablement à sa demande, hein, donc c'est possible. Et donc on va finir le film sur une dernière scène de sexe entre les deux, entre Linda et son nouveau mec, et son futur époux. Avec, on retrouve cette scène et ce montage alterné de l'orgasme et la fusée, le feu d'artifice. Avec une phrase en conclusion, « The end and deep throat to you all ». Enfin... C'est très rapide comme film en fait à regarder. En termes de scènes de sexe, on est quand même sur un ratio d'une bonne moitié du film avec du contenu sexuel. Le scénario est beaucoup plus creusé dans la première partie, mais de manière générale, moi j'ai trouvé chouette, tu vois, pour un porno des années 70, j'ai trouvé bien plus intéressant que beaucoup de pornos qu'on a vus. On en a vu beaucoup. Et on va passer à la deuxième partie de cette émission, en abordant comme d'habitude quand on aborde un film, les conditions de tournage, de production, la réception. Voilà, on vous fait un petit tour d'horizon technique, de réception autour de l'œuvre en question qu'abordera ce podcast, à savoir Gorge Profonde. Il y a tellement de choses à dire sur Gorge Profonde. Est-ce que tu veux commencer, Mina, par une petite remise en contexte des conditions de tournage et peut-être de la pornographie de manière générale à ce moment-là ? Oui, alors écoute, j'ai noté des trucs, tu m'interromps si tu dois rajouter des choses dans ce grand contexte géopolitique. À l'époque, pour rappel,
Gorge profonde est sorti en 1972. À l'époque, ce qui domine le marché des films pour adultes aux États-Unis, en tout cas, c'est ce qu'on appelle des loops. Donc, ce sont des films très très courts, sur des pellicules de 8 mm très précisément, des films en noir et blanc, assez crus, qui se tournaient illégalement dans les arrière-boutiques et qui se vendaient sous le manteau ou étaient diffusés clandestinement à Times Square ou dans des... on va parler principalement de New York, parce qu'en tout cas, Gorge profonde, c'est vraiment un film new-yorkais. Tout se passe plus ou moins dans cet environnement et dans cette zone. Et voilà, qui étaient donc des films... ces fameux loops qui étaient diffusés clandestinement à Times Square ou dans ce qu'on appelle des peep shows. En 1968, il va y avoir un événement assez marquant qui est la fin du code Hays, donc le fameux code cinématographique qui légiférait ou était une forme de censure sur la nudité, tout ça. Qui disait ce qu'on pouvait voir dans un film et ce qu'on ne devait pas voir. Et la nudité en faisait partie très clairement. Le code Hays, c'est quelque chose qui a vraiment freiné l'industrie cinématographique pendant quelques années, enfin pendant quelques décennies même. Je ne sais plus combien de temps exactement il a été mis en place. Mais en effet, tout ce qui est relevé en fait, de la sexualité ne pouvait être montré. Et ce code devait être respecté par toutes les œuvres cinématographiques qui sortaient aux États-Unis. Donc c'est pas forcément pour interdire la pornographie, c'est également pour régir le grand Hollywood de l'époque des années. Je crois qu'il a été mis en place dans les années 50, 60 dans ces eaux-là. Je crois que c'est même encore plus tôt. Ah non. Attends. Eh bien, nous allons vérifier en direct, mesdames et messieurs. Ceux-ci sont les aléas du direct et je vous confirme que le code Hays a été mis en place. Tic, 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 tic. De façon stricte, selon Wikipédia, de 1934, en effet, à 1952, puis de moins en moins rigoriste jusqu'en 1966. Donc dites-vous que pendant toutes ces années, en fait, le cinéma devait se plier à un code et si vous ne respectiez pas le code, vous ne sortiez pas en salle et vous étiez censuré automatiquement. Donc autant vous dire que la nudité, c'était ciao. Donc, à la fin de ce code Hays, la législation, elle va un petit peu s'assouplir, ou en tout cas, il va y avoir une espèce de zone grise pour les films pornographiques. Et donc, les productions pornographiques vont exploser. Et c'est là qu'on va retrouver notre cher Gérard Damiano, coiffeur à New York, qui veut se lancer dans l'industrie parce qu'il flaire le bon plan. Et surtout, finalement, c'est un auteur et c'est un créatif. C'est un passionné. Un passionné. Et ce qui est particulier également à noter pour tout ce qui va être les productions pornographiques de l'époque, et quand on parle de productions pornographiques, comme le disait Mina, c'est des loops, et ça va être plutôt tout ce qui va être prostitution, ça va être les peep shows, ça va être vraiment tout ce qui va être proxénétisme. Pornographie, c'est un grand terme pour en parler, mais voilà, tout ce qui va reposer sur cette espèce de visuel, d'imaginaire, de photographie pornographique, érotique, eh bien c'est la mafia, c'est surprenamment, qui régit tout ça. Donc il n'y a pas encore d'industrie du X telle que nous pouvons la connaître aujourd'hui et telle qu'on la connaîtra à partir des années 70, mais ce sont les mafieux qui s'en occupent, et justement, il n'y a pas que Gérard qui flaire le bon filon, il y a aussi les mafieux. Et Gérard veut faire de la pornographie, il veut parler de sexualité, il a envie de développer tout ça. Sa femme l'encourage, il cache pas sa famille du tout, ses enfants non plus, et il décide de présenter un scénario qu'il aura écrit en une nuit, qui est le scénario de Gorge profonde, qu'il va présenter au producteur du film, qui est, si je ne me trompe pas, Louis Perrineau. Et qui, voilà, ça passe pas très bien au début, c'est un peu trop what the fuck, c'est un petit peu trop fantaisiste, mais il finit par accepter et par lui allouer un budget d'environ $25 000, c'est ce qu'on s'était dit à peu près. Et ça va être la première fois qu'on va vraiment avoir un tournage, qu'on va pas avoir un tournage qui va se faire dans une arrière-boutique d'un lieu obscur à New York, mais un tournage qui va se faire en Californie pendant 6 jours, avec une équipe qui va se déplacer. Gérard va même emmener ses enfants sur le tournage, il les sortira de la pièce pour les scènes un petit peu olé olé, mais c'est la première fois qu'on va vraiment avoir un tournage en bonne et due forme de films pornographiques. Sachez que Linda Borman, qui sera renommée Linda Lovelace pour le film, n'était pas du tout... disons qu'au départ, quand elle a été proposée pour jouer le rôle principal, elle était pas tellement bien réceptionnée parce qu'en fait, elle correspondait pas aux standards de beauté de ce qu'on attend d'une actrice pornographique. Elle était pas blonde, elle était pas plantureuse. C'est vraiment une démonstration de ses talents qui vont prouver qu'elle est parfaite pour ce rôle. Ça va être même la gorge profonde qui va motiver Gérard Damiano à écrire inclure, ouais, c'est ça, la gorge profonde, c'est qu'en fait, elle a une formation, je crois que Linda, justement, à la base, c'est une jeune femme qui est arrivée quelques années avant le tournage de Gorge profonde à Times Square, qui était le quartier très chaud de New York, et elle a été sous le joug d'un mari qui a été très autoritaire, très violent, qui a été son manager pendant toute sa carrière. On abordera ce point un tout petit peu plus tard pour revenir sur la figure de Linda Lovelace. Ne vous inquiétez pas si c'est le sujet qui vous intéresse. Du coup, Linda Lovelace a reçu une formation, d'après ce que j'ai pu voir dans plusieurs documentaires, un petit peu en suivant les techniques de tout ce qui était avaleur de sabre, etc., pour apprendre à faire des gorges profondes et se démarquer de la concurrence. Et c'est ce qui aura vraiment encouragé Gérard Damiano, à sa rencontre, à tourner le film autour de la pratique de la gorge profonde. Le film sort le 12 juin 1972 aux États-Unis.
C'est le premier film hardcore avec des scènes vraiment explicites à bénéficier d'une exploitation nationale. Alors malheureusement, le film sera interdit dans 23 États aux États-Unis et il va très vite enchaîner les procès. On va avoir par exemple l'acteur principal, donc le Dr Young, qui est joué par Harry Rims, qui va être poursuivi et condamné pour association de malfaiteurs et transport d'obscénités à travers les frontières des États. Il va y avoir Damiano et Lovelace qui seront aussi poursuivis. Enfin voilà, il va y avoir énormément de procès dans tous les États-Unis. Et en fait, ça va jouer en leur faveur parce que ça va faire énormément de publicité au film. Ça va devenir aussi un espèce de combat pour lequel les gens vont se battre pour la libération sexuelle, d'expression. Et en fait, on va avoir des grands noms qui vont défendre le film. Par exemple, il y a une manifestation en faveur de Harry Rims, donc, qui avait été poursuivi et condamné par des groupes de défense des libertés civiles, avec des représentants comme Jack Nicholson ou Warren Beatty. Et je crois que même Jackie Kennedy avait été voir le film, il me semble, même elle. En fait, on a vraiment plein de stars qui vont voir le film, mais sans se cacher, et qui vont s'exposer et dire qu'ils ont adoré. Enfin, effectivement, apparemment, Jackie Kennedy, j'ai vu Martin Scorsese, Brian De Palma, Truman Capote aussi, Frank Sinatra. En fait, très vite, Deep Throat, qui est censuré dans plein d'États, va devenir une œuvre sophistiquée. Enfin, ça va devenir sophistiqué et chic d'aller voir Deep Throat, parce que ça montre que vous êtes ouvert, ça montre que vous êtes pour la libération du sexe et la liberté d'expression. Donc en fait, ça va devenir un espèce de combat, et surtout, tout ça, ça va permettre au film de faire beaucoup, beaucoup d'entrées. Au niveau de la réception de Deep Throat, on a pu s'appuyer avec Mina sur des documentaires qu'on a vus et qu'on vous recommande très chaudement, à savoir un documentaire qui est disponible sur Arte gratuitement sur Internet, Gorge profonde quand le porno est sorti du ghetto. Et il y a un second documentaire qui pour moi est immanquable, je crois que tu ne l'as pas vu Mina, mais je vous le recommande, si vous arrivez à mettre la main dessus, allez-y. C'est un documentaire produit par HBO qui s'appelle Inside Deep Throat, qui est absolument génialissime et qui vous résume absolument toute l'histoire de Deep Throat sous tous ses aspects. Et justement, ce qui est très intéressant avec ces divers documentaires, c'est qu'on a des interviews, en tout cas des micro-trottoirs, de personnes qui donnent leur opinion ou qui ont vu Deep Throat. Et on voit que les gens sont très emballés à l'histoire de voir ce film, qui sont très contents. Vous avez même une petite vieille à un moment dans le documentaire qui vous dit « Ah bah oui, moi je voulais juste voir des images cochons, donc j'en ai eu pour mon argent, mais j'aimerais bien qu'on me laisse aller voir des images cochons si j'ai envie d'aller voir des images cochons. » Et vous avez que des gens qui sont très surpris, qui trouvent ça très moderne, qui vraiment encensent le film, en tout cas le public, le grand public, pour des raisons aussi politiques que culturelles, étaient du côté de Gorge profonde. Et vous avez également des retours sur des grandes figures du cinéma, comme le disait Mina, qui encensent le film, qui disent à quel point c'est moderne, à quel point c'est original de voir ça au cinéma, de voir comment est-ce qu'on filme la sexualité. C'est aussi la première fois qu'on voit au cinéma comment filmer la sexualité. Est-ce qu'aujourd'hui on appellerait un porno, mais comment filmer la sexualité de manière très libérée. C'est vrai que le film, il ramène énormément de monde aux premières semaines. Dans un article du New York Times de 1973, on disait qu'il attirait en moyenne 5000 personnes par semaine à New York, dans le cinéma dans lequel il était diffusé, y compris donc des célébrités, des diplomates, des critiques, des hommes d'affaires, des femmes seules, des couples et des gens, des gens vraiment divers et variés. Et en fait, c'était devenu, je cite encore le New York Times, un sujet majeur de conversation lors de cocktails et de dîners dans les salons de Manhattan. C'était le sujet du moment, quoi. Je pense que personne n'a pu louper Deep Throat en 1972. Regarde aujourd'hui, quand t'as un Gaspard Noé qui te sort Love, tout le monde en parle et tout le monde en fait polémique. Alors t'imagines à une époque où on n'avait pas l'habitude de voir représenter la sexualité et où voir un bout de sein, c'était complètement tabou. Ça devait être la folie. En termes de recettes, alors c'est une histoire un petit peu compliquée parce que le film aurait rapporté 600 millions de dollars. En tout cas, c'est le chiffre qu'on voit absolument partout. Et il y a un économiste du LA Times et notamment le FBI et d'autres gens qui se sont intéressés à cette histoire en disant « Attendez, ça me paraît quand même compliqué », c'est-à-dire que dans les années 70, le champion du box-office c'était Star Wars, le premier avec 461 millions de dollars. Ce serait quand même difficile à croire que Gorge profonde eut autant de succès que Star Wars. Parce que si vraiment il avait gagné 600 millions de dollars, ça voudrait dire que toute la population des États-Unis y aille au moins une fois et demie pour aller le voir. Sachant qu'il était interdit dans 23 États. Voilà, je pense qu'il y a eu des histoires un petit peu gonflées. Alors certes, après, il y a eu la VHS qui est sortie 2 ans après, donc ça a sûrement permis de gonfler les chiffres. Mais globalement, quand même, c'est un petit peu surestimé, ces chiffres-là. Donc apparemment, les gens planchent sur à peu près 20 millions de dollars, et j'ai vu que ça pouvait monter jusqu'à 100 millions, sûrement avec tout ce qui va être VHS et produits dérivés autour de ce film. Sachant que Gérard Damiano n'aura pas touché un seul copec de tout ça, c'est de l'argent qui a beaucoup tourné entre des mains mafieux de manière cachée sous le manteau. Donc en fait, c'est de l'argent qui n'aura pas du tout été touché par l'équipe du film. Et Linda aurait gagné... était censée gagner 1250 dollars pour ce film. On découvrira un petit peu plus tard qu'elle n'a jamais touché cet argent. Et sachez que
grâce à cet immense succès qui a été Gorge Profonde 1, eh bien entendu, tel le MCU aujourd'hui dans les années 2000-2020. La même chose. Voilà, Gorge Profonde a eu le droit à sa suite avec Gorge Profonde 2 sous la direction de Joseph W. Sarno, sorti en 1974. Je crois que Gérard Damiano il a été impliqué sur le projet, mais je crois qu'il a été que prod ou un truc comme ça. Il s'est pas impliqué artistiquement dans le projet. On a toujours en tête d'affiche Linda Lovelace et Harry Rims. Est-ce que tu l'as vu, toi, Mina, par curiosité? Moi, je les ai pas du tout vus, les suites de Gorge Profonde, parce que j'ai pas eu le temps. Alors, il est également disponible sur Xhamster et j'ai regardé en scrollant très rapidement, en faisant avance rapide un peu partout. En fait, sachez que c'est un porno soft. En fait, il y a beaucoup de nudité, mais il n'y a plus de scènes explicites comme ce fut le cas au premier. Alors, parce qu'il y a toute une histoire aussi où c'était un peu compliqué niveau législation et qu'il y avait vraiment des problèmes de procès un peu trop compliqués comme ils avaient fait face au premier. Mais en tout cas, c'est pas un film pornographique comme c'était le premier. Donc, il a marchouillé parce que ça s'appelle Gorge Profonde, mais il a clairement pas du tout eu le même succès que le film précédent parce qu'en fait, c'était finalement un film soft. On a même eu le droit, tel le MCU dans les années 2020, à un troisième Gorge Profonde qui est sorti en 1989, donc quasiment 15 ans plus tard. Oui, c'est ça, 15 ans plus tard. Donc vous vous doutez bien qu'un film qui sort 15 ans plus tard dans un contexte qui n'a rien à voir avec les deux premiers n'aura bien entendu rien à voir ni en termes d'équipe, de casting ou de production 15 ans plus tard. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un film où il y a quelques images d'insert de Linda Lovelace. Enfin, ça avait vraiment rien à voir. Ça a juste surfé sur la hype qui était Gorge Profonde 15 ans plus tôt. Mais en tout cas, c'est un film qui est vraiment resté sous le chapeau, que personne n'a vraiment vu, j'ai l'impression. On sait que Gorge Profonde a été un espèce de moment qui a révolutionné le reste du cinéma, et on va se poser la question maintenant de quel impact a eu ce film finalement sur l'industrie pornographique à cette époque. Un impact assez inconséquent finalement, parce que si vous nous suivez depuis 10 minutes qu'on vous raconte comment ça se passe, vous avez compris que Gorge Profonde a été le premier film pornographique, et quand on dit film pornographique, on parle pas seulement de médium de diffusion, on va également parler de techniques de production, on va parler de lieux de tournage, on va parler d'équipe. C'était la première fois avec Gorge Profonde qu'une équipe cinématographique organisée en tant que crew de tournage, se mettait en place pour tourner un vrai film. C'était également un film qui a été tourné avec un matériel professionnel en 35 mm, avec une BO qui a été écrite et réalisée pour le film. Franchement, et encore une fois, avec un médium de diffusion qui est le cinéma grand public où monsieur et madame tout le monde allaient voir ce film. Donc, c'était une révolution. Vous vous rendez pas compte qu'à l'époque, aujourd'hui, enfin oui, tenez, prenez rien qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus de films pornographiques au cinéma. Gorge Profonde, ça a été le premier. Ça a été le tout premier à montrer que le porno peut être cinématographique et surtout qu'il pouvait être porteur d'un message et qui pouvait également refléter l'air de son temps, parce que c'est un film qui a été réalisé dans une certaine ambiance politique qui était Faites l'amour par la guerre, qui était l'époque de la libération sexuelle, l'époque où le mot féminisme commençait à être mis sur les bouches de beaucoup de femmes. Donc ça sonnait un petit peu comme le film qui revendiquait tout ça, qui revendiquait un petit peu la libération de pensée de toute une génération dans les années 70, qui n'hésitait pas à aller dans les rues pour le dénoncer, qui n'hésitait pas à le défendre sur des plateaux, devant les presses, devant les médias, qui n'hésitait pas à se promouvoir comme n'appartenant pas à une certaine classe politique et à une certaine bourgeoisie, une certaine classe sociale, qui vraiment revendiquait une libération de la pensée, de la sexualité, de la culture comme jamais on avait eu dans l'histoire jusqu'à présent. Et en tant qu'industrie cinématographique, on va parler pour la première fois d'industrie pornographique, parce que si vous vous y connaissez un tout petit peu, vous savez que les années 70, à partir de 72 et la sortie de Gorge Profonde, c'est le début du premier âge d'or du porno et la naissance du porno chic. Mais déjà, porno chic, c'est un terme... comment dire ? En fait, ce qui est assez marrant avec ce film, c'est que certes, c'est le premier film pornographique avec vraiment qui s'intègre un petit peu dans une industrie cinématographique classique, quoi, avec toute une organisation qu'on peut voir dans les films hollywoodiens. Et il a une vraie proposition artistique, il a un scénario et autres. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment les intellectuels qui se sont appropriés le film, d'où d'ailleurs, je pense, l'expression porno chic. Par exemple, j'ai vu quelques citations de gens, des critiques de cinéma de l'époque, des universitaires qui disaient que en fait, Gorge Profonde avait, je cite, une valeur sociale rédemptrice, car elle aidait les gens à élargir leurs horizons sexuels et soulignait particulièrement la gratification sexuelle d'une femme était aussi importante que celle de l'homme. Donc là, ça rejoint tout ce que tu disais avec le côté libération sexuelle et ouverture d'esprit que représentait Deep Throat. Et c'est vrai qu'on va avoir un petit peu ce début de l'âge d'or pornographique, donc qui est vraiment marqué au moment où sort Gorge Profonde. Et Gérard Damiano, du coup, c'est un petit peu l'emblème de cet âge d'or.
avec son deuxième film qui va enchaîner dès l'année suivante, en 73, qui s'appelle The Devil in Miss Jones. Et pour vous dire à quel point la légitimité du X à partir de ce moment-là et du réalisateur est forte, c'est que ce film va être diffusé en hors compétition au Film Festival d'Avoriaz. Donc ce qui est assez marrant parce que l'année dernière c'était waouh, événement, premier film à être diffusé comme ça un petit peu internationalement parlant, un film pornographique, et l'année d'après en fait ça devient un truc assez normal d'avoir un film porno dans un festival de grand public. Et en plus, The Devil in Miss Jones, c'est considéré comme un chef-d'œuvre du genre. Et en fait, pendant quelques années, vraiment, je dirais peut-être un peu moins de 10 ans après la sortie de Deep Throat, pendant ces quelques années, le porno va recevoir une attention du public et de la presse, un peu comme n'importe quel film classique, même s'il y a quand même une distinction qui sera faite entre Hollywood, le cinéma grand public, et le film pornographique. Enfin, c'est pas parce que le X commence à avoir bonne réputation, à créer des choses qui sont considérées comme culturellement parlant acceptables, qu'on va avoir par exemple des stars du cinéma classique qui vont aller dans le cinéma porno. Ça reste quand même des choses qui sont très distinctes. Et donc on va avoir plusieurs classiques qui vont sortir à ce moment-là, donc Devil in Miss Jones comme j'ai cité avant, Behind the Green Door en 72, Alice au Pays des Merveilles en 76, Flash Gordon en 74. Donc on a vraiment un enchaînement de films qu'aujourd'hui ils sont considérés comme vintage, c'est-à-dire c'est les films des années 70, peut-être vite fait jusqu'au début 80, où il va y avoir des films, des longs métrages scénarisés avec vraiment une grosse production. En plus, globalement quand même, ça coûte pas si cher que ça. On reste sur des films pornographiques, c'est pas forcément des très grosses productions, peut-être mis à part des Flash Gordon ou des Alice au Pays des Merveilles, où en plus là on est sur beaucoup de décors et de quelques effets spéciaux pour Flash Gordon. Donc la rentabilité est plus ou moins assurée. Mais finalement, en fait, cet âge d'or, et en tout cas ce porno chic, sera d'assez courte durée, parce qu'on a toujours ce problème de ce que les États-Unis, le puritanisme, l'obscénité, tout ça, vous connaissez. Donc il va y avoir notamment un gros cas de jurisprudence qui sera très important, qui s'appelle Miller vs California, et en fait qui va être un procès qui va redéfinir le concept d'obscénité. Et il considère que l'obscénité n'est pas protégée par le premier amendement des États-Unis, qui est en gros celui qui définit la liberté d'expression. Et donc, en gros, chaque État juge comme il le souhaite la pornographie et il laisse la liberté à chacun de l'interdire, de brûler les pellicules, de poursuivre les participants à ces films. Donc, en fait, à partir de là, on va quand même avoir une diminution un petit peu de ces films, des films aussi qui font peut-être moins d'efforts. Et de toute manière, ça va s'éteindre vers la moitié des années 80. Je crois que l'âge d'or du cinéma pornographique américain, c'est considéré donc de 72 de Deep Throat jusqu'à 86. Et les années 80, c'est le début de la VHS, et là, ça se termine à ce moment-là. En fait, ce qui est assez intéressant avec la mort de l'âge d'or du porno, qui a duré, 10 ans, une bonne dizaine d'années pour les plus optimistes, c'est que justement, dans les années 80, il y a eu un changement également de courant de pensée aux États-Unis, qui est que les États-Unis sont devenus bien plus conservatrices, qui ont été sur des bases et un standing, une manière de vivre un peu plus basée sur la famille, la bienséance. Donc c'est vrai que la pornographie et tout ce qui était révolution sexuelle, c'était quelque chose qui avait pas été complètement acquis, mais c'est quelque chose qui avait brisé quand même pas mal de tabous, ce qui faisait que la sexualité était bien moins scandaleuse et bien moins artistique qu'elle ne l'était, et qui est devenue aussi une industrie, comme tu dis. C'est qu'on a eu l'industrie de la VHS qui est venue dans tout ça, et dès qu'on a compris qu'on n'était plus obligé d'organiser 36 000 tournages, de prendre des moyens, de faire des choses moins chères, avec du matériel moins cher, en restant toujours de niche et en gagnant voire plus d'argent et en étendant ces méthodes de diffusion vraiment à grande échelle, on pouvait faire mieux. Donc en fait, toute cette culture du porno chic qui avait été revendiquée par beaucoup de réalisateurs, Gérard Damiano en tête, qui était très artistique, culturel. Enfin, Gérard Damiano, moi, c'est un réalisateur que j'aime énormément en tant que pornographie. Comme tu disais, il y a Les Gorges Profondes, The Devil in Miss Jones. Vous avez également The Story of Joanna, ou un film que j'adore qui est Let My Puppets Come, qui est un film porno avec des puppets, et c'est fantastique. Je vous conseille de voir ce film, il est absolument incroyable. Toute cette industrie culturelle, cinématographique, culturelle, qui revendiquait une espèce, de création et de créativité de niche, mais qui plaisait aux gens, crève. Elle crève juste tout simplement, aussi bien politiquement que économiquement, parce que c'était pas ce qui était le plus viable. Et comme vous savez, we live in a saucisse capitaliste, donc forcément les gens veulent que ça aille vite et veulent que ce soit rentable en ne coûtant pas cher. Donc malheureusement, le porno chic s'écroule là-dessus, et avec ça beaucoup de convictions, je pense aussi beaucoup de convictions qui sont que malheureusement aussi
les plus grands défenseurs de la pornographie, notamment des féministes qui étaient en train de proclamer que le porno pouvait être une manière de voir la sexualité des femmes, se sont un peu retournés. En tout cas, on va peut-être rentrer dans la partie Linda Lovelace après, plus sur ce sujet-là, mais ont finalement changé leur fusil d'épaule pour des raisons que je trouve également bonnes, hein, je ne critique pas du tout ça, mais parce que la pornographie commençait à être dégradante, à représenter les corps féminins de manière très dégradante, à montrer les femmes comme des objets pour un public masculin dans des relations hétérosexuelles. Donc c'est vrai que aussi avec ce développement du porno très mainstream, qui n'était plus aussi culturel et inventif que ça a pu l'être dans le début des années 70, justement, il y a beaucoup de groupes féministes qui se sont retournés contre le porno en faisant la bête à abattre. Elles avaient aussi bien tort que raison, selon moi. Mais bon, ça, on va peut-être en parler dans la troisième partie avec Linda Lovelace. Mais d'ailleurs, je me demande aussi si le déclin de l'âge d'or pornographique qui est très lié à New York à ce moment-là, tu vois, n'est pas lié aussi au combat contre la criminalité et la mafia new-yorkaise. On entre dans un autre truc, mais tu vois, je pense qu'il y a eu un gros nettoyage qui a été fait à New York à ce moment-là, et peut-être aussi que c'est pour ça qu'il y a eu de moins en moins de films pornographiques, parce qu'on sait que c'était produit par la mafia, comme tu l'as cité auparavant, que ça servait de blanchissement d'argent, et que du coup, peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu une déportation aussi de cette production et de cette industrie au niveau de la Californie, parce qu'en plus on se rapprochait déjà de Hollywood, donc tout ce qui était technique était déjà présent là-bas. Et on va passer à la troisième partie de l'émission, en s'accent sur l'actrice principale du film, qui est Linda Lovelace. Et c'est vrai qu'on l'a laissée un petit peu de côté parce qu'elle mérite son histoire à part entière, sachant que on ne l'a pas vraiment mentionné, mais Linda Lovelace a été la première porn star de l'histoire de la pornographie. C'est-à-dire que le visage de Linda Lovelace, de cette jeune femme dont le clitoris était faussement, bien entendu, c'est une légende urbaine, ce n'est inspiré d'aucun fait réel, était faussement situé dans le fond de sa gorge et est devenue une figure emblématique. Tout le monde s'arrachait Linda Lovelace, tout le monde voulait poser avec Linda Lovelace. C'était devenu juste une icône, en fait, une icône, mais grand public. On vous parle pas de niche, on vous parle pas de Clara Morgan, on vous parle vraiment comme d'une actrice normale. Tout le monde adorait Linda Lovelace. Et peut-être, avant de rentrer dans le détail de sa vie, de rappeler que tout ce qu'on va raconter, et notamment ce qu'elle a dénoncé après de son vécu et de sa période dans la pornographie, vient de la parution d'un livre très important qui s'appelle Ordeal, qui veut dire supplice en français. Linda Lovelace, en fait, a sorti 4 livres. Inside Linda Lovelace, qui est sorti en 73, donc l'année suivant Gorge Profonde. The Intimate Diary of Linda Lovelace, en 74. Donc, qui sont deux livres, assez pro-porno, entre guillemets, ou en tout cas qui parlaient plus de liberté sexuelle et compagnie. Et en 1980, elle va jeter un pavé dans la mare avec Supplice, qui est donc une biographie qui va révéler, en fait, toutes les violences qu'elle a subies, notamment vis-à-vis de son mari de l'époque, Chuck Traynor, qui est celui qui l'a amené en fait à faire Gorge Profonde, à devenir actrice pornographique et de faire des choses bien pires que ça. Donc voilà, peut-être pour rappeler Linda Lovelace, donc s'appelle Linda Borman, elle veut vraiment qu'on l'appelle par Borman parce que Lovelace c'est ce qu'on lui a imposé pour son nom d'actrice pornographique. Elle est née le 10 janvier 1948 dans le Bronx à New York. Et elle a été élevée par des parents assez durs. Son père est policier, sa mère est serveuse, mais on est sur une éducation assez sévère et religieuse. Elle déménage en Floride à 16 ans et elle va rencontrer à 19 ans donc ce fameux Chuck Traynor, qui est un ancien marine, propriétaire d'un bar, avec qui elle va très rapidement se marier et déménager à New York avec. Ce qui aurait pu être une merveilleuse histoire d'amour entre Linda et Chuck était en réalité une relation complètement toxique parce que Chuck Traynor avait déjà l'habitude, avec ses anciennes partenaires, de les prostituer. Et malheureusement, Linda n'échappera pas à la règle. Et quand ils arriveront à New York, la première chose que Chuck va faire, c'est justement de se définir comme l'agent de Linda Lovelace, son pimp d'une certaine manière, et fera tout pour la prostituer. C'est lui qui va la pousser justement à prendre ses cours pour apprendre à faire des gorges profondes. C'est lui qui va la pousser un petit peu à faire des loops, parce que Linda Lovelace a commencé dans le milieu en faisant des loops et des photos érotiques. Et c'est lui également qui va la pousser vraiment à rentrer dans l'industrie pornographique. Justement, c'est lui qui les met en contact avec Gérard Damiano. J'ai pas très bien compris comment le contact se faisait entre les deux, mais en tout cas, entre Gérard et Linda, ça se passe très bien, il n'y a aucun souci. Et ce qui se passe, c'est que Linda est engagée, elle a, guillemets, un cachet de $1 250 qu'elle aurait dû toucher, mais qui fut confisqué par son agent, Chuck Traynor, et elle ne touchera jamais l'argent de Deep Throat. Jamais, jamais, jamais. Et ce qui va faire un peu polémique, c'est que si sur le tournage, tout semble s'être bien passé, et
c'est ça qui m'étonne aussi, c'est qu'on a des retours en fait de personnes qui n'abordent pas du tout les violences que Linda aurait perçues. Linda, quand elle sortira son livre Ordeal en 1980, va révéler que tout ce qu'on voit dans Gorge Profonde n'est que du viol. Tout ce qu'on voit dans Gorge Profonde, c'est elle qui est forcée à avoir des rapports et à faire ce qu'on la va faire à la caméra par son mari, Chuck Traynor. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise parce que justement, quand je regardais les entretiens et les interviews sur le film et sur ses conditions de tournage, tout le monde semble parler d'un tournage de 6 jours très bon enfant, dans la bonne humeur, la joie et la bonne humeur, entre des gens qui étaient contents, et même, tu vois, des gens qui ont vraiment côtoyé le tournage disaient que Linda Lovelace semblait vraiment avoir envie de faire ça et être contente de faire ça. C'est pour ça que quand elle révèle toute cette histoire en 1980 avec Ordeal, ça jette un énorme pavé dans la mare, comme tu dis, parce que personne ne s'en doutait, en fait. Quand on la voyait apparaître dans les médias, quand on la voyait dans le film, et même dans le film, tu vois, tu m'aurais jamais dit ça. Elle semblait vraiment apprécier ce qui se passe, elle était adorable comme actrice, tu vois, en fait, elle ne laisse rien dénoter. Mais la réalité sur le tournage, c'est qu'elle se faisait battre, elle se faisait obliger par son mari à réaliser tout ça. Et ça se voit, en effet, en repassant le film, tu vois des bleus sur ses jambes. Je sais pas si tu le vois à certains moments, tu vois des bleus sur ses jambes. Oui, elle l'a dit aussi qu'il y avait énormément de bleus et de coups qu'elle devait masquer parce qu'en fait, il se voyait à l'écran. Et il y a aussi un technicien qui a confirmé plus tard qu'on entendait à travers les murs de l'hôtel Chuck donner des coups à Linda. Donc il y a quand même des gens qui confirment ce qui s'était passé. Et ce qui du coup m'a un petit peu agacée, c'est les témoignages très... Non, mais ça se passait super bien, c'était vraiment la joie et la bonne humeur. Enfin, tu vois, j'ai envie de croire le témoignage de Linda Borman. Donc c'est vrai que c'est un petit peu agaçant quand on entend par exemple, je crois que c'est dans le documentaire Arte, oui c'est ça, dans le documentaire Arte, qu'on vous mettra en lien dans la description, on a le fils de Gérard Damiano, donc le réalisateur, qui évoque en mode tout pipou, oui, mon père nous a emmenés sur le tournage, c'était trop sympa, ma mère nous disait hop, c'est l'heure du goûter pendant les scènes olé olé, c'était une super ambiance. T'as ce truc où t'as envie de dire ouais, mais essaie de nuancer un petit peu parce qu'en fait il y a quand même en tout cas il y a un technicien qui a confirmé que en fait les coups on les entendait bien à travers les murs de l'hôtel, donc les violences qu'elle a vécues et qui se voient en plus à travers certains bleus sur certains passages du film, tu peux pas trop faire comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est d'autant plus surprenant que tu vois, dans l'autre documentaire que j'ai vu, Inside Deep Throat, il y a Gérard Damiano et Harry Rims qui sont interviewés et qui affirment que Linda Borman, ou Linda Lovelace, n'a pas été forcée à participer au film et qui n'ont jamais vu d'armes à feu parce qu'elle avait prétendu dans son livre, elle a dit dans son livre qu'elle aurait réalisé ces scènes sous la menace d'armes à feu et d'un revolver, ce que son compagnon de jeu et le réalisateur démentent également. Mais comme tu dis, il y a des membres de l'équipe qui affirment le contraire. En fait, je pense que toute la violence se faisait pas sur le set, mais se faisait en fait en dehors des scènes où elle se faisait battre. Je pense que ça se passait pas aux yeux de tout le monde. Je pense que c'est pour ça que les gens étaient très surpris. Après, en effet, quand tu vois les bleus, quand tu vois des trucs, tu te rends compte, quoi. Enfin, t'es pas con. Quand tu vois une meuf, à mon avis, elle devait pas être dans un bon état, tu devais le voir, mais ça devait pas être quelque chose que Chuck montrait très frontalement sur les tournages, mais qui se voyait et tu pouvais choisir de le voir ou de pas le voir. Et justement, c'est un truc qui est assez bien montré dans le film Lovelace de 2013, donc qui était un film réalisé par Rob Epstein et Jeffrey Friedman, avec Amanda Seyfried dans le rôle de Linda. Et je pense que le film, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais je pense qu'il est très inspiré donc du livre de Linda Borman, Ordeal. Et justement, il met un petit peu ils mettent beaucoup en scène ce côté-là où sur le tournage, effectivement, ça avait l'air de très bien se passer. Mais en fait, toutes les violences psychologiques et physiques étaient subies à l'insu de tous. Enfin, en fait, personne ne voyait les violences. Elles étaient cachées parce que Chuck Taylor ne battait pas sa femme et ne pointait pas de flingue en plein milieu d'un set. Mais il le faisait bien a priori à l'arrière, dans leur chambre quand ils étaient solo. Et ce qui s'est passé à la suite du tournage en 1972 de Gorge Profonde, c'est que Linda Lovelace a acquis une énorme notoriété. Elle a fait quelques films supplémentaires, mais pas énormément. Elle a vraiment une filmographie qui s'étend jusqu'en 1975. Donc c'est une actrice qui a eu vraiment une carrière éclair. Elle s'est détachée très rapidement de Chuck Traynor et elle a eu en tête, même avant 1980 en toute logique, d'écrire ce livre, The Ordeal. Et quand on a appris qu'elle voulait écrire ce livre, ça a fait un boom énorme
au point que le FBI s'est penché là-dessus et qu'avant d'écrire et de sortir son livre, elle a dû se soumettre à un interrogatoire par le FBI sous test de détection de mensonges. Et il n'y a aucun mensonge qui a été détecté. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a sorti son livre et que ça a jeté un pavé dans la mare. Enfin, à l'époque, même en 1980, on vous rappelle que Gorge Profonde, bon, c'était il y a 8 ans, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et on était encore dans une industrie de niche où Linda est allée sur des plateaux télé pour pouvoir défendre son point de vue, pour pouvoir parler de son livre. Je pense, t'as vu le documentaire Arte, il y avait plein d'autres images dans l'autre documentaire que j'ai vu. Le fait que Linda Lovelace soit une actrice pornographique, c'est les mêmes problématiques qu'on a aujourd'hui. C'est qu'elle n'est rien, c'est qu'elle n'est qu'un bout de viande, c'est que fallait y penser plus tôt, en fait. Tu montes ton cul, c'est juste comme ça. Les images, elles sont hyper dures à voir. Quand tu vois, il y a des femmes qui lui jettent des réflexions à la gueule, mais horribles, en disant vous n'aviez pas l'air d'être en souffrance sur les tournages, ça avait plus tout l'air de bien se passer pour vous, avec tout le monde qui applaudit derrière, et tu vois la tronche de Linda qui est décomposée. C'est très douloureux. Je trouve, franchement, les plateaux qu'on peut retrouver de Linda Lovelace sont hyper durs à regarder. Ouais, c'est horrible parce qu'en fait on lui reproche juste d'avoir fait un film pornographique et que du coup elle avait qu'à assumer, en fait, comme tu dis, tu vois, elle avait l'air de bien kiffer pourtant pendant le film, ou bien sinon fallait se barrer avant, du coup c'est vraiment horrible. Et d'ailleurs il y a une psychiatre qui a lu son livre au moment où le livre est sorti, et elle a constaté à la lecture du livre que Linda Borman semblait être victime d'un trouble de stress post-traumatique. Voilà. Mais moi, j'y pense encore une fois, on va revenir sur quelque chose. En fait, ce débat est très actuel, c'est encore quelque chose qu'on vit aujourd'hui. À l'heure où on enregistre encore cet épisode, j'ai vu hier que Gérard Depardieu avait encore d'autres personnes qui portaient plainte contre lui, d'autres femmes qui auraient été abusées sexuellement ou qui auraient été victimes d'agressions sexuelles. Et c'est encore une problématique qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'une actrice pornographique qui présente les mêmes faits que Linda Lovelace 8 ans plus tard, elle aura le même traitement. Elle aura peut-être un peu plus de soutien sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'en tant que femme, souvent, pas toutes les femmes, mais en tout cas, on est très sensibilisés à ce genre de choses, malheureusement, qui sont toujours présentes, et on a tendance à toujours vouloir croire les victimes. Et moi, je pense que c'est profondément important et que les gens n'ont aucun intérêt à mentir sur ce genre de choses. Et encore une fois, elle est même passée sous détecteur de mensonges. Ça a été FBI approuve d'une certaine manière, mais je trouve que c'est un débat qui est toujours actuel et que ce qu'a reçu Linda Lovelace, malheureusement, 40 ans plus tard, elle l'aurait quand même reçu, et je trouve ça vraiment très lourd, très actuel, très contemporain, et ce qui va mener Linda Lovelace à adopter une posture à la fois militante et anti-porno. C'est vrai que ce qui va permettre peut-être de fermer un petit peu le clapet de tous ces détraqueurs, c'est qu'en fait, Linda Borman, en fait, on va lui reprocher aussi pas mal, genre d'avoir été pro-porno à la sortie du film. À la sortie du film en 72, ces 2 livres qui ont suivi, qui sont entre 72 et 74, donc on est vraiment un temps assez rapproché par rapport au film, où elle était quand même encore mariée à Chuck Traynor, donc encore soumise à ces violences psychologiques et physiques. Et donc en fait les gens lui reprochent genre ouais mais je comprends pas, t'as sorti un livre avant, t'avais l'air de vraiment kiffer ça, pourquoi d'un seul coup tu racontes ça? Les gens ont du mal à comprendre le fait que vous êtes sous emprise. Et en fait, une fois qu'elle va révéler tout ce qu'elle a révélé dans ce livre en 80, elle va le maintenir jusqu'au bout, jusqu'à effectivement intégrer cette posture anti-pornographie. Mais par exemple, en 86, devant la commission du procureur général sur la pornographie, elle va dire cette phrase qui est assez connue aujourd'hui, qui est « Quand vous voyez le film Gorge Profonde, vous me regardez en train d'être violée ». Donc le truc, c'est qu'en fait, jusqu'à la fin, elle va maintenir tout ce qu'elle raconte dans ce livre, les viols qu'elle a subis par Chuck Traynor, les violences psychologiques, physiques, enfin absolument tout, les pistolets qui lui sont pointés sur le visage pour aller se prostituer ou tourner des films porno. Et effectivement, elle va du coup avoir, même si nous, avec le n'importe qui, on parle de pornographie et de toutes les choses bien qu'il peuvent y avoir, je peux pas reprocher à Linda Borman de rejoindre le mouvement anti-porno. Donc elle va prendre, je crois qu'elle intègre ce mouvement en 80, donc à la sortie de son livre. Elle va prendre donc de plus en plus la parole publiquement contre le porno. Elle va s'insérer dans des groupes féministes. Elle va parler auprès de collèges et pour des audiences aussi gouvernementales sur la pornographie. Donc vraiment, ça va être un porte-parole de ce mouvement anti-porno.
Et ça va être assez paradoxal par rapport au rôle qu'elle a eu dans Gorge Profonde, qui, on rappelle, est un film vraiment qui a libéré la parole, libéré des tabous, brisé les codes de la pornographie, enfin de la cinématographie pour encourager la pornographie. C'est qu'avec Gorge Profonde, on était dans un film qui revendiquait le plaisir féminin, qui revendiquait la liberté sexuelle, pour finalement se retrouver avec son actrice principale qui était complètement sous emprise, qui a subi ce film et qui se retrouve à complètement interdire ce genre de film qui, pourtant, je pense, a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde, malgré toutes ces péripéties. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé avec vraiment une industrie pornographique, principalement les actrices, qui se sont retrouvées, mais vraiment bâchées avec, tout ce qu'on peut reprocher à la pornographie et la manière dont on a de le voir même aujourd'hui. C'était la même chose en 1980, voire plus accentué. Et on s'est retrouvé face à beaucoup d'actrices pornographiques qui se retrouvaient shamées, alors que tout ce qu'elles voulaient, c'était, nous, on aime notre métier. En fait, on n'est pas toutes comme Linda Borman, malheureusement. Ce qu'elle a vécu, c'est terrible. Personne ne l'a jamais nié. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont fait de leur carrière ce choix, un choix qu'elles aiment, un choix qu'elles mènent bien, sans, heureusement, connaître de violence. Elles se sont retrouvées, en fait, face à tout cette armada de personnes féministes qui disaient vous exposez le corps des femmes, vous faites n'importe quoi, ce sont des bouts de viande, elles se font violenter. Et ces actrices se retrouvaient à dire non, pas forcément, malheureusement ça arrive. Et moi j'ai tendance à le dire en disant que ça arrive dans tous les secteurs culturels et créatifs. Ça arrive dans le cinéma, ça arrive dans la musique, ça arrive dans le théâtre, ça arrive dans la littérature, ça arrive même dans, soyez surpris, la politique. Voilà, la pornographie, c'est pas parce qu'on parle de sexe que tout d'un coup tout est noir. Et ces actrices se sont retrouvées à défendre une posture de mais nous aussi on a envie de parler de plaisir sexuel, nous aussi on a envie de vous montrer ça, laissez-nous le montrer. Et il y a de plus en plus de femmes qui justement ont décidé de prendre des caméras, ont décidé de créer des sociétés de production, ont décidé de mettre en avant le plaisir féminin pour essayer de contrebalancer ça. Mais malheureusement, comme on l'a dit, Willy lui une saucisse capitaliste, and the saucisse capitaliste veut du porno à papa pour un public hétérosexuel masculin. Donc malheureusement, ce porno féministe qui est déjà né dans les années 80 est resté très 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 de niche. L'est un peu moins aujourd'hui, heureusement, mais en tout cas est né assez paradoxalement grâce à ces mouvements féministes qui souvent tapaient sur la pornographie en disant les femmes c'est que des bouts de chair, elles subissent, elles sont violées, vraiment arrêtez le porno. Alors que c'était pas forcément la réalité d'une bonne majorité d'actrices, et c'est bien de le dire et c'est bien de le souligner. Et pour revenir sur Linda Borman, c'est une femme qui a une vie beaucoup plus tranquille et beaucoup plus rangée après les années 80. Elle s'est vue proposer des rôles dans des films érotiques qu'elle a bien entendu refusés. Au niveau un petit peu de sa timeline de vie sentimentale, elle a divorcé d'avec Chuck Traynor en 1973, soit un an après la sortie de Gorge Profonde. C'est ce qui l'a aussi poussé à écrire The Ordeal, qui l'a poussé un petit peu à sortir de tout ce système-là. Et ensuite, c'est une femme qui a une vie très rangée. Elle s'est remariée, elle a eu des enfants, elle était secrétaire et femme de ménage pour gagner sa vie. Donc c'est en fait une femme qui est redevenue comme Madame Tout-le-Monde. Malheureusement, son rôle lui a collé à la peau, aussi principalement parce qu'elle s'est présentée en tant que Linda, qui joue Linda, malheureusement. Et c'est une femme qui a eu pas mal de problèmes psychologiques d'après ce que j'ai pu voir. Je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas plus d'infos. C'est quelqu'un qui est resté très discret jusqu'à la fin de sa vie, sachant qu'elle est morte malheureusement en 2002 dans un accident de voiture à l'âge de 53 ans. Et avec tout ça, sans transition, Minage, on sait pas comment terminer cet épisode, donc on va y aller quand même comme ça. Mais alors, ça va être très inapproprié, mais on est obligé, c'est le gimmick de l'émission. Est-ce que ça t'a excité, Gorge Profonde ? Tu as le droit de t'exprimer sur plein d'autres choses et de ne pas répondre à cette question directement. Tu le sais, je le sais, nous le sachons. Alors, Gorge Profonde ne m'a pas excitée, parce que c'est un film de 72, et c'est toujours compliqué de m'exciter sur un film de 72. Ensuite, l'histoire très sombre qui se trouve derrière Gorge Profonde fait que je ne peux pas m'exciter devant ce film, parce que je savais plus ou moins ce qui s'était passé, pas dans les détails qu'on a développés là, parce que je les ai appris pour les besoins de l'émission. Mais les conditions font que, en fait, je ne regarderai plus jamais ce film de ma vie, parce que, suite aux révélations de l'actrice principale, j'ai pas envie de donner des vues à ce film. Mais malgré tout, ce film est vraiment un marqueur dans l'histoire de l'industrie pornographique et même du cinéma. Donc en fait, c'est quand même un film qui est très important, qui m'a beaucoup surpris par sa modernité. Je m'attendais pas à voir un film avec des propos qu'on peut considérer plus ou moins comme féministes quand même en 72. Un film qui a un vrai scénario, qui a des vrais rebondissements comiques, qui est marrant, qui est vraiment surprenant, qui est un vrai film scénarisé, un petit peu déçu par la deuxième partie que je trouve un petit peu flemmarde. Mais c'est un film pornographique qui est surprenant, qui a marqué son temps et voilà, qui est important. Malheureusement, l'histoire sombre qui se passe derrière fait que
que voilà, j'aimerais que ce film disparaisse un petit peu de partout dans le monde, sur les internets, parce que elle le dit elle-même, à chaque fois qu'on voit ce film, on la voit en train de se faire violer, donc je pense que personne n'a envie de voir ça. Mais c'est vrai que c'est un film qui est hyper important dans l'industrie, qui est important aussi, ne serait-ce qu'au niveau politique. Il s'est passé tellement de choses autour de ce film que ça raconte une histoire très grande en fait. Enfin, c'est un film mais qui raconte tellement plein de choses autour du contexte politique, historique de l'époque, qu'on peut malheureusement pas passer à côté. Et toi, Jade, est-ce que, alors effectivement tu réponds comme tu peux, mais est-ce que ce film t'a excité ? Pour les mêmes raisons que toi, non, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé derrière. En fait, je trouve ça tellement dommage que ce film ait été entaché par une histoire aussi sombre qu'a été l'abus et la relation toxique qu'a vécu Linda Lovelace, ou Linda Borman de son vrai nom. Je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait j'ai envie d'aimer ce film, j'ai envie de dire que je le trouve génial, parfait, qu'il est incroyable, qu'il est moderne, qu'il est avant-gardiste. On parle de clitoris, il y a un truc qu'on n'a pas cité dans l'épisode, on parle de la place du clitoris en 1972. Est-ce que vous vous rendez compte ? Même dans les années 2000, moi, dans mes cours d'éducation sexuelle, on ne me parlait pas de clitoris. Je trouve ça tellement avant-gardiste sur plein de choses qu'en fait, ça m'attriste vraiment de savoir ce qui s'est passé et de me dire putain, j'étais à ça d'aimer, d'amour un film et de me dire que ce film, il était parfait, c'était la petite perle qui faisait que, ça y est, on enclenche la libération sexuelle, on enclenche la culture cinématographique, érotique et pornographique, et putain, on peut pas le dire parce que malheureusement, ça s'est fait dans des conditions pour l'actrice principale qui ne sont pas tolérables. Donc, malheureusement non, ce film ne m'a pas excitée. Il m'a beaucoup amusée, je trouve son écriture très ludique, je trouve qu'il y a des scènes vraiment, je les ai appréciées, j'ai aimé voir le film, mais c'est vrai que les scènes de sexe, quand tu sais ce qui s'est passé, c'est triste. Moi, je t'avoue que j'ai passé les scènes un petit peu de sexe en x2, à part la première gorge profonde pour la symbolique, entre guillemets. Mais je les ai passées rapidement parce que ça me mettait mal à l'aise et que, comme pour l'épisode sur les sextapes qu'on a pu faire, c'était l'année dernière, ça me met toujours mal à l'aise de voir ces vidéos de femmes qui sont pas vraiment consentantes. J'ai pas envie de voir ça. Donc non, ça m'a pas excitée. Mais je trouve que ce film a une histoire absolument extraordinaire et je fais juste un petit récap pour les personnes qui veulent s'intéresser parce que franchement, c'est passionnant comme histoire. Pour les documentaires, on a Gorge Profonde, quand le porno est sorti du ghetto, disponible gratuitement sur Arte. On a Inside Deep Throat sur HBO, vous pouvez vous le procurer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il doit être disponible avec le pack HBO. Et vous avez également le biopic Lovelace, que moi je n'ai pas vu, mais que Mina, tu approuves ce biopic ? Alors oui, j'approuve ce film. Amanda Seyfried prouve encore une fois que c'est une grande actrice. Maintenant, trigger warning quand même, ce film est assez dur au niveau des violences sexuelles et physiques. Donc faites attention si vous voulez le regarder, mais en tout cas, oui, je recommande ce film. Et si vous voulez aller plus loin un petit peu sur l'histoire du porno, je vous recommande un film que j'ai envie d'aborder dans n'importe quel jour, qui est Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, qui retrace toute l'âge d'or du porno des années 80, à peu près aux années 2000. Voilà, c'était mes petites recos. Et intéressez-vous au cinéma pornographique, parce que c'est un cinéma qui a tellement de choses à apporter, dans le bon sens comme dans le mauvais, que ce serait dommage de passer à côté et de se faire une petite culture. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur le film qui a révolutionné l'industrie du X. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, tu viens ? La route est longue, hein ? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.